la prospective, comme vous le savez bien dans cette salle, est une énorme activité sociétale. Il existe une multitude des cabinets de conseil, des boîtes à idées, des consultants, des experts prospectivistes qui parlent tous au nom du futur, qui offrent leurs services aux grandes entreprises, au pouvoir étatique, aux organisations multinationales. Donc, la prospective peut être considérée comme une véritable usine à futur et comme une forme d'expertise centrale dans la société contemporaine. Cette expertise parle au nom du futur, mais qui est-ce qui leur donne la liberté de parole en ce nom? Si nous pensons le futur, non pas comme le propose Bruno, comme l'avenir, quelque chose qui vient vers nous, mais qui a une sorte de capacité d'action indépendante à nous, mais plutôt comme le futur. Alors, autrement dit, comme le produit de nos actions présentes et de notre capacité, ou bien de notre manque de capacité, à assumer individuellement et collectivement la responsabilité pour le fait que toutes nos actions et toutes nos représentations de ce futur a des conséquences sur ce qui adviendra et donc sur cet avenir. Alors, il importe d'évaluer cette usine à futur qui est la prospective selon une question bien précise, à savoir si la prospective nous aide à penser et à vivre le futur ou si elle est plutôt parmi les obstacles qui semblent nous bloquer dans notre engagement avec cet avenir. Autrement dit, est-ce que la prospective nous ouvre des horizons pour agir ou est-ce qu'elle ferme des horizons d'action, en permettant plutôt d'inscrire certains intérêts du présent dans le temps? La prospective fait-elle de l'utopie nécessaire pour ambitionner un meilleur monde possible ou fait-elle du futur une sorte de poubelle du présent? En France, la prospective est associée à des grands philosophes comme Gaston Berger ou Bertrand de Jouvenel qui voulaient penser l'avenir. Alors, ses origines internationales sont beaucoup moins connues. Je vous présente ici une image de la futurologie américaine, donc vraiment des représentations du futur dans les années 60 à la hauteur de l'époque de la guerre froide, qui viennent de la Rand Corporation, donc un véritable berceau de la futurologie américaine et de la stratégie de la guerre froide. Et la Rand était en fait un lieu de naissance de plusieurs des méthodologies prospectives telles qu'on les utilise encore aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ainsi que par les pouvoirs publics. Cette image représente une des premiers exercices de la méthode Delphi que je pense que nombreux parmi vous connaissez. Delphi est un exercice très intéressant parce qu'elle consiste à formaliser l'évaluation des jugements d'experts sur des questions jugées d'être d'importance stratégique majeure. En 1964, un des premiers exercices Delphi a lieu à la Rand autour de la question de la probabilité d'une attaque nucléaire de l'Union soviétique sur les grandes villes américaines. Si vous voyez bien donc cette image, ce qui importe, c'est que cet exercice est répété plusieurs fois et entre chaque répétition, en fait, les experts sont invités de considérer les réponses données par les autres experts. Et vous voyez bien, je pense, ce qui arrive dans cette image. La première fois, donc c'est les petits numéros 1, que cet exercice est fait, donc que la question est posée, quelle est la probabilité d'une attaque nucléaire sur les grandes villes américaines dans les prochains 25 ans. En fait, les réponses des experts sont très diffusées, c'est-à-dire il n'y a pas de consensus. Autrement dit, les experts considèrent que la guerre nucléaire n'est pas probable. Mais la 6e fois que cet exercice a lieu, vous voyez bien ce qui s'est produit, parce que les numéros 6 sont tous cristallisés autour d'une probabilité de la guerre nucléaire dans les prochaines 10 à 15 ans à venir. Autrement dit, la guerre nucléaire, du coup, est représentée comme imminente. Si je vous montre cette image, c'est parce que Delphi est devenue une des méthodes préférées des prospectivistes. Elle est utilisée aujourd'hui par le climat de l'ONU, le panel de l'ONU sur le climat, mais aussi, par exemple, par les agences de notation, c'est-à-dire les agences qui notent le futur capacité, le futur performativité des pays. Delphi fut un énorme succès.
car cette méthode était interprétée comme une façon de prendre des meilleures décisions dans des conditions d'incertitude. Autrement dit, en s'appuyant sur le consensus produit par des experts, des formes d'action pourront être discernées qui nous permettent en tout cas de garder l'illusion de gérer le futur. En plus, Delphi est vendu parce que la RAND est une des premières boîtes à conseils américaines qui crée à partir de la deuxième moitié des années 60 très stratégiquement une marché du conseil, une marché prédictive, une usine à la prospective, une usine à futur. Ils ont même produit une sorte de jeu de société qui a été envoyé à Noël 1964 à tous les clients de cette grande compagnie américaine qui s'appelait Kaiser Aluminium. Donc un jeu de société qui s'appelait The Future, qui permettait aux entreprises de jouer les divers scénarios de leur futur pour prendre mieux en compte les possibilités qui leur faisaient face. Donc Delphi était central pour la création de ce que nous on appelle dans notre projet FuturePol l'émergence d'une véritable marché prédictive et l'émergence d'une forme d'expertise qui se présentaient comme les experts prédictifs, c'est-à-dire ceux qui pouvaient se prononcer sur l'incertitude, sur la complexité, sur les grandes questions stratégiques, sur les décisions qu'il fallait prendre pour mieux se prendre au futur. En même temps, Delphi fut aussi très rapidement critiqué, notamment par des acteurs qui étaient proches des mouvements sociaux des années 60, car Delphi semblait quelque part évacuer le futur. La méthode Delphi ne permettait pas de distinguer entre futur probable et futur désirable. Et en inscrivant le futur probable, mais aussi catastrophique, parce que l'imminence de la guerre nucléaire, c'est un futur quand même catastrophique, dans l'action, en la mettant à la base de l'action, ne risque-t-elle pas de produire cette même catastrophe en orientant l'action autour de ce scénario de pire? Alors, ces acteurs, à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, avaient toute une autre vision de ce qui devrait être la prospective, et ils ont développé ce qu'on pourrait appeler une sorte de contre-prospective, une contre-expertise prospective qu'ils appelaient les études du futur. Et centrale dans ces études du futur était l'idée que le futur n'est pas une question de management ou de gestion scientifique, mais une question éminemment politique parce qu'elle concerne la façon dont on choisit comme société, comme collectivité, comme entité politique, d'organiser le monde. Le futur concerne des questions de solidarité sur le plan non seulement national, mais sur le plan global, et surtout les nouveaux mouvements sociaux de la fin des années 60 et des années 70. Et cette nouvelle approche de la prospective, les études du futur, disaient le futur n'est pas singulier, le futur est pluriel, parce qu'il peut toujours y avoir des mondes possibles, des mondes alternatifs possibles. Et donc, il faut penser le futur comme un phénomène pluriel. Mais il faut savoir distinguer scientifiquement et politiquement entre la question du futur probable et le futur désirable. Et il faut rouvrir la possibilité de penser dans les sciences sociales, dans la politique, cette question de comment arriver non seulement au futur probable, mais au futur désirable. Alors, je vais terminer avec une réflexion qui va peut-être vous provoquer un petit peu, c'est ce que j'espère, puisque Bruno l'a déjà fait. Quand on vend le futur, comme faisaient donc les consultants à la RAND, il se passe quelque chose, parce que quand des consultants, des boîtes de conseil qui sont obligés d'intégrer en fait les anticipations de leurs clients dans leur prospective, dans leur scénario, le futur n'est-il pas non plus aussi quelque part transformé? Quand les entreprises font de la prospective, comment est-ce que leur vision du futur agissent aussi sur l'avenir collectif qui est le nôtre? N'aurions-nous pas urgemment besoin de pouvoir penser aussi des formes de contre-prospective, des formes des études du futur modernes qui nous permettraient de voir le futur comme une question plurielle, comme une question morale et normative désirable, donc de désirabilité et
et de menaces, distinguer entre ce qui est un mauvais futur et ce qui est un bon futur, et ce qui est aussi très important, qui permettrait de donner voix à tous ceux qui ne sont pas représentés dans la prospective telle qu'elle se fait dans le monde d'entreprise, telle qu'elle se fait aussi assez souvent par les pouvoirs publics, mais qui sont tout aussi concernés par l'avenir. Merci.